Bien, bonjour à tous. Donc, il m'a été demandé, en plus d'une vidéo sur l'analyse de texte, une vidéo sur le plan détaillé, puisqu'en effet, pour faire le devoir que je vous ai demandé, vous devez absolument préparer un plan détaillé et non pas des phrases. Or, de temps en temps, et même assez fréquemment, les élèves, lorsqu'ils font un commentaire sur table, ont tendance à faire des phrases et ces phrases ne correspondent à rien, parce qu'en réalité, le texte n'a pas été analysé, vous ne vous êtes pas interrogé sur le cheminement argumentatif dans votre devoir, et c'est la raison pour laquelle souvent vous avez de mauvaises notes. Ou alors vous sortez très tôt, le jour du bac, avec un devoir qui est terminé en 2h30, hein, ce qui ne peut pas être satisfaisant, compte tenu de votre niveau surtout, et même si vous étiez très bon, du reste, ce qui ne peut pas être satisfaisant dans les conditions de l'examen, et vu les barèmes de correction, puisqu'ils sont relativement exigeants, puisque je voulais expliquer. Donc comment faire un plan détaillé? Dans la vidéo précédente, c'est celle qui portait sur l'analyse de texte, 10 minutes sur l'analyse de texte, j'insistais sur le fait qu'il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de la paraphrase, c'est-à-dire le quoi du texte, que raconte-t-il, quel en est le contenu, et comment ce contenu est disséminé, organisé dans le texte, et l'analyse. L'analyse qui s'appuie sur des connaissances qui ne sont pas forcément complexes d'ailleurs, mais il s'agit de s'interroger, comme je l'avais dit, sur la fabrication du texte. Déjà, le fait de savoir que le sens est disséminé et qu'il y a une dynamique dans le texte constitue une analyse. Vous devez donc avoir une appréhension du texte pour le commentaire qui soit une appréhension analytique, c'est-à-dire comment l'auteur a-t-il construit son propos, comment a-t-il construit son texte, de façon à me faire éprouver une émotion, de façon à me faire chercher du sens à l'intérieur de son texte. Maintenant, lorsque vous avez donc un commentaire à faire, vous avez donc le texte en face de vous et vous devez, dans les 2 premières heures de travail, être à même de proposer un plan détaillé. Alors, la première chose à faire, je l'avais dit, c'est de constater les éléments de contenu et d'être à même de ne pas influencer ce contenu. Autrement dit, vous ne devez pas apporter votre opinion sur le texte. Cela passe par une lecture très attentive et une annotation du texte très légère, par des points d'interrogation, le cas échéant, si certains passages vous paraissent complexes, ou, et ça n'est pas la même chose, si vous avez du mal à comprendre certains passages. Alors en général, bien évidemment, ce sont des passages complexes, vous avez du mal à comprendre, mais il faut faire une différence entre un passage volontairement complexe, volontairement hermétique même, puisque nous sommes dans la poésie moderne là en l'occurrence, et même d'ailleurs dans de la poésie autre, et un passage que vous auriez du mal à comprendre. Un passage qui ne serait pas forcément complexe ou hermétique pourrait être mal compris de votre part, ou, et ça ne veut pas dire qu'il serait forcément complexe. Une question m'a été posée d'ailleurs à ce sujet sur Pronote. Est-ce que lorsqu'un passage est complexe, je dois le dire dans l'explication, je dois en gros mettre en valeur mon incompréhension, expliciter mon incompréhension ou pas? Alors, j'ai bien dit en cours qu'il ne fallait pas simplifier le texte. C'est-à-dire que lorsque le texte, de toute évidence, objectivement, présente un passage complexe, vous devez traiter de la complexité de ce passage de manière objective et de manière utile. Il ne s'agit pas de simplifier le texte. Prenons un exemple, le poème Cortège d'Apollinaire dans Alcool est un poème complexe, dont le sens échappe en partie au lecteur et qui a été construit comme tel. Et il serait maladroit de ne pas traiter de la complexité, de ne pas traiter de l'hermétisme du texte, par exemple en s'interrogeant sur un certain nombre d'images in absentia ou en s'interrogeant sur la succession des éléments énumérés, sur les références, la référenciation, autrement dit le fait que les mots réfèrent à quelque chose du réel, et cette référenciation qui peut être problématique, sur aussi la progression thématique, qui peut elle-même poser problème. Donc il y a un certain nombre
d'éléments qui objectivement ont été construits de manière hermétique, ou en tout cas de manière complexe à comprendre, et c'est cette complexité qu'il s'agit de traiter de manière à comprendre comment le poème a été construit de cette manière-là. En revanche, il ne faudrait pas que vous soyez amené à dire dans un commentaire « je n'ai pas compris ce passage », je n'en traite pas, par exemple, ou alors j'en traite de façon fantasmatique pure en donnant un sens qui n'est pas dans le texte. La ligne de démarcation entre ces deux attitudes, évidemment, est liée à la compréhension du français, pour commencer. Évidemment, si vous avez une compréhension insuffisante, comme je l'ai dit à un certain nombre, que vous maîtrisez mal le français, et c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous, il s'agit quand même d'avoir une attitude un petit peu plus élaborée que celle qui consiste à dire je ne comprends pas, je n'en traite pas, mais il s'agit aussi de mettre en question sa propre compréhension. Si vous n'êtes pas sûr de vous, sur un sens, mais que le poème ne vous paraît pas extrêmement complexe, eh bien tout simplement n'en parlez pas. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais enfin, il est préférable de dire ça plutôt que de fantasmer le texte et de remplacer le texte par autre chose qui serait votre blabla. Je ferme donc la parenthèse sur cette compréhension et sur ce quoi. Mais globalement, on voit bien qu'un texte pose un certain nombre de problèmes d'interprétation, et c'est de toute évidence le problème sur, en tout cas une partie du problème, sur le texte que j'ai proposé au premier groupe de Paul Valéry. Je n'en dis pas plus, mais globalement, il y a quand même un problème de cet ordre-là. Ça ne veut pas dire qu'il est complexe en soi, il n'y a pas de complexité particulière dans le lexique ou dans les constructions de phrases, comme ce serait le cas par exemple dans un poème de Stéphane Mallarmé, donc 1880-1890, mais il y a un problème dans le choix de l'élément décrit, et c'est ce que certains semblent avoir perçu de manière tout à fait évidente, et là il faut utiliser cet élément-là, parce qu'il est particulièrement important. Lorsque vous avez traité du quoi, vous avez commencé à lire le texte de manière très attentive, vous en avez compris les différents éléments de contenu, autrement dit la dynamique vous apparaît, la stratégie de l'auteur à la mise en ordre des éléments de contenu vous apparaît de façon plus ou moins claire, et vous allez commencer à vous interroger sur du comment, c'est-à-dire sur des procédés, des procédures aussi, qui permettent de mettre en valeur le contenu. Vous avez pour ce faire une méthode que je vous ai indiquée depuis le début de l'année, et cette méthode consiste à aller interroger le texte à partir de 5 domaines différents. Je les rappelle ici, même si je les ai donnés à plusieurs reprises. Le genre et les types de texte, le genre poétique par exemple, et les types de texte, description, narration, argumentation, information et explication, descriptif, narratif, argumentatif, informatif, injonctif. Il y a des types de textes secondaires, c'est-à-dire qui n'apparaissent que rarement dans les textes qu'on vous propose, de manière manifeste et unique, mais qui peuvent être importants, donc information, explication et injonction, et injonctif. Pour chacun de ces types, vous avez des questions à poser. Par exemple, lorsque le texte est narratif, vous devez vous interroger sur qui raconte, quel rythme du récit est choisi. Est-ce que c'est une scène narrative, comme dans le poème que je vous avais proposé de Ronsard, sur les sonnets à Hélène. Est-ce que le rythme du récit donc est un rythme qui épouse la temporalité chronologique, ou alors en fait un sommaire? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas racontés, donc des ellipses, ainsi de suite. Vous devez aussi vous interroger sur les informations dont dispose le narrateur pour raconter l'histoire, autrement dit la focalisation. Est-ce qu'il dispose de plus d'informations que le personnage, ou que les personnages? Est-ce qu'il dispose d'autant d'informations que les personnages? Est-ce qu'il en dispose de moins, donc omnisciente, interne,
ou externe, avec quelques manifestations plus complexes pour l'interne, puisqu'elle peut être interne variable ou interne multiple. Interne multiple lorsqu'il y a plusieurs récits du même fait. Il y a donc plusieurs récits en focalisation interne multipliés sur le même fait qui est raconté plusieurs fois. Le type même en est comment dirais-je, le roman policier, dans lequel il y a plusieurs récits possibles du même fait. La narration interne variable qui est un petit peu différente de cela, puisqu'il s'agit d'un seul fait, mais qui, complexe, est raconté à plusieurs étapes avec par différentes personnes, donc sous différentes narrations internes. On commence par raconter le début de l'histoire selon la perspective d'un personnage 1, puis on raconte la deuxième étape selon la perspective d'un personnage 2, et ainsi de suite. Donc évidemment, dans un poème, c'est plus réduit, puisque vous avez une section qui est plus courte pour le commentaire comme pour l'explication de texte, mais enfin, il faut tout de même regarder à ce type de construction, et on l'a bien vu dans le sonnet à Hélène, qu'il y a une deuxième version du même fait, le poète reprenant son impression, et il est arrivé à une telle amplification du fait, la magie en l'occurrence d'Hélène dansant à ce bal, qu'il est obligé de proposer une deuxième version. C'est un récit multiplié qui confronte le réel, qui l'exalte, et la magie, la version magique de cette version. Évidemment, le tout s'appuyant sur la bipartition du sonnet, laquelle d'ailleurs est un petit peu modifiée, mais là c'est la façon dont le poème a été étudié en cours, donc je vous renvoie à ce cours-là. Donc on le voit bien ici, lorsque j'étudie la narration, j'étudie des éléments que la narration que l'étude de la narration est obligée d'interroger forcément. Donc statut du narrateur par rapport à la fiction, est-ce qu'il est à l'intérieur de la fiction, est-ce qu'il a été un personnage ou pas, focalisation, c'est-à-dire de quelles informations dispose-t-il, de quel degré d'information dispose-t-il par rapport à cette histoire, et les rythmes du récit principalement. Il y a aussi la fréquence du récit et l'ordre du récit, mais là dans un poème c'est un petit peu moins, puisque là aussi nous avons une partie uniquement de la narration, donc il est peu probable que vous ayez beaucoup de choses, encore que il y ait bien une analepse, donc ordre du récit, là, qui est modifiée dans le poème de Larbaud par exemple, et que cette analepse est particulièrement importante puisqu'elle nous fait revenir dans le passé du personnage, et ce passé de l'enfance, avec une première évocation, dans Ode, première évocation du voyage en train, et une évocation initiatique, littéralement. Initium, ça veut dire le début, latin. Si le poème est descriptif, alors, il peut être à la fois descriptif et narratif, d'abord pour commencer, puisqu'il peut y avoir une description en acte ou une description progressive, ce qui est en partie d'ailleurs le cas dans la Dormeuse, très clairement. Donc là, il faut tenir compte dans le quoi de ces éléments très simples et très visibles. Mais ce qui est intéressant dans la description, c'est qu'elle est liée à un regard la plupart du temps. Et il faut tenir compte de ce regard, à la fois de la chose décrite et de la personne qui décrit. Et la description associe de profond, malgré l'impression d'apparence qu'elle donne, qu'elle révèle les deux en même temps, l'objet décrit, le regard des scripteurs. Et c'est ce qu'il faut parvenir à dissocier, à distinguer dans une deuxième partie. Comment la description nous révèle-t-elle aussi un regard, et un regard désirant en l'occurrence, la plupart du temps, ou un regard haineux, ou un regard de colère. Autrement dit, quels sont les sentiments qui se révèlent à travers cette description, et c'est par la façon dont vous avez, dans une première partie, tenu compte de la façon dont la description était organisée et détaillée ou non, avec des éléments choisis dans ce qui est décrit ou non, qu'il faut ensuite, dans un deuxième temps, aller regarder ce que cette description détaillée, ou ainsi de suite, nous révèle du personnage qui décrit. Enfin, si le texte est argumentatif, là on l'a déjà fait, mais il faut aussi tenir compte du thème, de la thèse, du débat, et de la stratégie argumentative de l'auteur. Est-ce qu'il fait une argumentation complexe à partir de la thèse de quelqu'un d'autre, qu'il détruit, puis sur laquelle il s'appuie pour faire sa propre argumentation, ou alors est-ce qu'il fait une argumentation simple? Est-ce qu'il y a une argumentation polémique? Si elle est complexe, en général elle est polémique, ou alors purement démonstrative, c'est-à-dire qui évite toute
toute colère, toute agression. Voilà pour l'argumentation. Ces éléments vont vous permettre d'entrer dans le comment. En plus de cela, il faut aussi interroger les registres dans le domaine le deuxième domaine de l'analyse, qui est l'énonciation. Vous devez à la fois étudier l'énonciation pure, c'est-à-dire les pronoms personnels, l'interlocution ou pas, est-ce qu'il y a dialogue, ça peut être important de l'étudier, et la subjectivité, c'est-à-dire le péjoratif, le mélioratif ou le neutre, lorsqu'il n'y a pas de subjectivité positive ou négative, est-ce qu'on passe de l'une à l'autre, est-ce qu'il y a un éloge, est-ce qu'il y a au contraire un blâme, une critique forte, cette subjectivité peut être celle aussi de celui qui raconte. Ça peut être dans une narration la subjectivité du narrateur vis-à-vis de ce qu'il est en train de raconter, la subjectivité du descripteur vis-à-vis de ce qu'il est en train de raconter, ou alors au contraire une subjectivité concernant ce qu'il est en train de raconter, c'est-à-dire l'objet lui-même et pas sa subjectivité à lui. Donc il faut essayer de chercher où se trouve la subjectivité et qui elle concerne. Enfin, il y a dans l'énonciation une partie qu'on appelle l'étude de la référenciation. On cherche dans le texte ce qui fait référence au réel, et c'est particulièrement important dans la description, bien évidemment, comment le langage construit-il une image plus ou moins complète de l'objet décrit. Est-ce que cette image est complète, détaillée, et qu'on peut la comprendre très très facilement, ou au contraire, est-ce qu'elle est problématique parce qu'elle est fragmentée? Est-ce que cette image est fragmentée et donc donne lieu à un questionnement? Là, je pense que si vous avez lu correctement le texte qui est à faire, vous retrouvez un certain nombre de choses. Et là encore, on est dans le comment. Enfin, la rhétorique, évidemment, est particulièrement importante pour interroger le texte, qu'il soit descriptif, narratif ou argumentatif d'ailleurs, puisque la rhétorique a pour objet de mettre en valeur le propos, de mettre en valeur l'élément décrit par les images, par exemple, par des figures de répétition, par des figures d'énonciation aussi, par exemple l'hyperbole, par exemple l'interrogation, il s'agit d'aller chercher des éléments qui mettent en valeur le propos, qui le fragmentent ou au contraire qui lui donnent une cohérence, et ceci évidemment au fil du texte, donc en tenant compte toujours de cette dynamique qu'il ne faut pas oublier, compris dans un commentaire. Il faut aussi interroger ces dynamiques et interroger chacun des procédés dont je viens de parler à l'intérieur d'une dynamique constituant le sens. Ce comment va vous donner une image de ce qui est cherché par l'auteur. Il va de soi que pour arriver au pourquoi, qui est la troisième question à poser sur le texte, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Mais même en l'absence de connaissances, on peut arriver à quelque chose. Si on se pose la question, quel est l'objectif? Pourquoi l'auteur a-t-il constitué son objet poétique de cette manière-là? Quelle question veut-il nous poser? On voit sur le poème que je vous ai proposé qu'il y a beaucoup de questions à poser. Paul Valéry, il faut aller regarder la page Wikipédia le concernant, qui donne des indications intéressantes. L'épigraphe aussi, la dédicace à Lucien Fabre peut être intéressante si vous avez un tout petit peu de temps. Allez interroger le nom de Lucien Fabre et le lien qu'il y avait entre Paul Valéry et Lucien Fabre. Vous allez trouver des éléments concernant un mouvement littéraire, et un mouvement littéraire qui d'ailleurs a beaucoup intéressé Paul Valéry, y compris dans sa correspondance avec André Gide par exemple. Et c'est donc une façon d'écrire la poésie aussi qui est interrogée, c'est un fait d'écriture. En fait, ce pourquoi, dans les études littéraires, et c'est ce qui doit vous intéresser dans le commentaire, est toujours une question esthétique. Le quoi présenté dans le texte est modifié par un comment ou est mis en valeur par un comment. Et c'est cette modification du quoi, ce comment sur le quoi, qui nous révèle quelque chose de la façon d'écrire, soit détaillée, soit non détaillée, soit réaliste, soit autre que réaliste. Il y a une façon d'écrire la poésie, il y a un questionnement sur l'écriture qui doit apparaître dans votre propos. À partir de là, vous avez un cheminement qui paraît évident,
pas évident, mais enfin qui peut se révéler à travers les questions que vous posez, et c'est là que vous commencez à avoir une problématique. De quelle manière le quoi modifié par mon comment me fait arriver à un pourquoi. Évidemment, il ne faut pas donner cette phrase-là en tant que telle, mais c'est une méthode qui permet d'arriver à poser une véritable question pour faire une problématique pour le commentaire. Dès lors que vous avez cette problématique et que vous avez posé les questions telles que je viens de l'expliquer, vous pouvez commencer à faire un plan détaillé, puisque la simplicité, en première on peut tout de même le faire, fait que et c'est d'ailleurs toujours le cas ensuite, la première partie concerne d'abord ce qui est visible, le quoi. Alors il ne s'agit pas de ne faire que des constats, mais enfin globalement il suffit de s'interroger à la façon dont le texte est organisé, à la façon, au type de texte qui est utilisé et à l'objet qui est présenté de cette manière-là. Quand je dis l'objet, c'est au sens large du terme dans le poème. S'il y a une forme fixe, c'est là aussi qu'on doit commencer à évoquer les éléments qui concernent cette forme fixe à partir du moment où elles mettent en valeur le quoi. Puis dans un deuxième temps, si vous vous contentez de deux grandes parties, ce deuxième temps sera particulièrement lourd, mais il sera important. On s'interroge sur le comment. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple pour la narration, les éléments qui concernent la mise en ordre de la narration et le savoir du narrateur et sa position par rapport à ce qu'il raconte. C'est là qu'on commence à s'interroger sur le fait que cette narration est une fabrication aussi. De la même façon, pour la description, j'ai indiqué tous les éléments concernant le regard des descripteurs et ce que la description nous révèle de celui qui décrit, à la fois ce qu'elle nous révèle de ce qui est décrit et comment ce qui est décrit constitue soit un ensemble cohérent et valorisé ou dévalorisé, ou alors un ensemble mal cohérent et difficile, fragmenté et difficile à décrire, et donc nous révèle aussi quelque chose d'un problème qui se pose. Et c'est ce qui va nous faire arriver donc soit à une dernière sous-partie dans cette deuxième partie, soit à une troisième partie si vous avez beaucoup de choses à dire ensuite, sur l'histoire littéraire particulièrement, et nous fait arriver à la question du que nous révèle cette description fragmentée ou au contraire cette description complète, et que nous révèle-t-elle du point de vue de ce que l'auteur écrit dans sa poésie, décrit dans sa poésie. Donc ce plan détaillé, à partir du moment où vous avez un cheminement à travers le texte, et un cheminement qui ne soit pas seulement de l'ordre du constat dans le texte, l'auteur dit ceci dans un premier temps, puis dit ceci, puis dit ceci, ça ne suffirait pas. Mais si vous vous demandez comment dit-il ceci, et comment me fait-il passer de l'un à l'autre, comment suggère-t-il une émotion, suggère-t-il une image complète, une hypotypose par exemple, est-ce que le poème est allégorique, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses à se demander de ce point de vue-là, et à partir de là, vous commencez à sortir du constat, à vous élever à autre chose, et cette autre chose précisément qui est recherchée par l'auteur. Donc, avec tout ça, vous pouvez parvenir à sortir de l'enlisement dans le texte, dans le quoi du texte, pour arriver vers un pourquoi qui serait beaucoup plus révélateur. Même si votre propos est maladroit parce que vous n'avez que peu de connaissances du point de vue de l'histoire littéraire, vous pouvez quand même commencer à dire des choses et à construire quelque chose qui soit cohérent. Donc le plan détaillé sera à l'image des questions que vous vous serez posées et de l'écoute que vous avez accordée aux conseils que je vous donne, et surtout de l'attention que vous portez aux connaissances précises qui doivent permettre d'interroger un texte. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. C'est pas la peine que j'aille beaucoup plus loin, mais je suis évidemment au-delà des 10 minutes que je m'étais proposé, mais je crois que c'est important quand même d'être très précis. Je ne voulais pas non plus donner d'éléments trop précis sur le texte, parce que ça n'est pas quand même un corrigé préalable pour que ce soit tout fait, tout mâché pour vous. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit à un brouillon écrit le jour de l'écrit, pardon. Donc vous devez arriver avec tout mémorisé. Ça fait partie de l'exercice et des compétences que vous devez avoir pour faire ce devoir. Voilà pour le travail que vous avez à faire pour mardi ou mercredi, selon que vous soyez en G4 ou en G2, et j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Bon dimanche.